téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de 56 minutes synthèse. Tout d'abord, les points qui ont dominé l'actualité cette semaine. Le bureau du contentieux électoral national devra rendre sa décision ce week-end sur les 17 recours portés devant lui concernant les contestations de candidature pour les prochaines législatives partielles, dont celui relatif à la première dame Sophia Saint-Rémy-Martelly, accusée entre autres de détenir la nationalité américaine. À 3 mois du premier tour des législatives, le gouvernement affirme ne pas encore disposer d'un document final fixant le coût du processus. Rothschild François Junior souhaite que les institutions qui ont promis des fonds à Haïti honorent leurs engagements. Les États-Unis désignent un nouvel ambassadeur en Haïti, Peter Mullerehan, dont la date de son entrée en fonction n'a pas été communiquée, remplacera Pamela Hanwine, qui représente la diplomatie américaine en Haïti depuis juillet 2012. François Hollande, attendu en Haïti le 12 mai prochain pour une visite de quelques heures. Le président français profitera de son séjour pour signer 4 accords de coopération avec son homologue haïtien et évaluera les travaux de reconstruction de l'HUIH financés par son pays. Et puis, sachez qu'une enquête administrative et judiciaire pour sanctionner tous les responsables du procès illégal ayant conduit la libération des 2 présumés kidnappeurs et trafiquants de drogue, sont la Familia et le Récif. Exigence des organisations de la société civile qui ont marché contre l'impunité et la corruption jeudi dernier à Port-au-Prince. Le salaire minimum pour le secteur textile augmenté de 15 gourdes, annonce faite par le président Martelly à l'occasion de la fête du travail le 1er mai dernier. Augmentation pourtant loin d'atteindre les 500 gourdes exigées par les ouvriers. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout à l'heure. La NATCOM ne se soucie pas uniquement d'avoir la plus grande couverture réseau en Haïti, mais elle s'implique également dans le quotidien des Haïtiens et elle en est très fière. La NATCOM s'engage autant dans l'éducation que dans la santé. Avec le programme Internet à l'école, en partenariat avec le Conatel, ce sont plus d'une vingtaine de salles informatiques qui ont été offertes à des écoles publiques du département du Sud-Est. La NATCOM a comblé un vide dans les 10 départements avec des programmes mensuels en offrant des séances de consultation et des médicaments gratuitement. La NATCOM, c'est encore plus d'engagement. C'est un dévouement à la classe ouvrière grâce à son programme Corée Ouvrier. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont connectés à leurs proches grâce à NATCOM. La NATCOM, c'est aussi près de 30 points de vidéoconférence offerts au gouvernement haïtien. NATCOM, une présence qui se confirme de plus en plus. NATCOM, Yon Haïti, Yon réseau. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse. Ouverture le lundi 4 mai des inscriptions en ligne pour les candidats aux prochaines municipales et locales, a informé le Conseil électoral provisoire. Lors de leur conférence de presse hebdomadaire, les conseillers électoraux ont déclaré que les aspirants candidats auront une semaine pour se faire pré-enregistrer, une étape indispensable avant le dépôt de leur pièce qui démarrera la semaine prochaine, a indiqué le conseiller Jacques-Céus Joseph. Pour sa part, la conseillère Yolette Mengual encourage les femmes à intégrer les cartels municipaux ainsi que ceux des CASEC. Question, dit-elle, de respecter le quota de 30% de femmes dans les sphères décisionnelles du pays. Suivez les explications des conseillers Jacques-Céus Joseph et Yolette Mengual recueillis par Ephésie Mathieu. Enregistrement pour les collectivités territoriales en ligne d'abord. Avec parti politique, la même procédure, parti politique, et puis après, nous finissons inscrire en ligne parce que aussi le mandat appartient au parti. Et puis, après une semaine d'enregistrement par les partis politiques, après il y a côté dossier pour venir inscrire et faire dépôt des pièces. Journée jeudi, nous supposons commencer avec inscription pour tel magistrat, pour tel casé, et nous voulons dire parti politique
Article 58 du décret électoral, demandé pour chaque cartel qui a inscrit pour gagner au moins une femme. Article 62 qui concernait Kazek, dit pour chaque cartel Kazek, gagne au moins une femme la donne. Tout ceci, c'est pour dire aux partis politiques nécessité qui gagnait pour qu'un tel magistrat qui prend l'inscrit sous le nom parti, qu'un tel magistrat, ça, il est supposé gagner une femme. S'il pas gagne une femme, il est irrecevable. Qu'un tel Kazek là doit gagner une femme la donne. S'il pas gagne une femme, là, irrecevable. Ça veut dire promotion femme en dans processus électoral là, il m'a connaît avec décret électoral là qui, selon divers articles, mandés pour respecter quota au moins 30% de femmes. Le bureau du contentieux électoral national a reçu une quinzaine de dossiers de contestation de candidatures pour les élections législatives de 2015. 8 départements électoraux sont concernés, à l'exception du Nord et du Nord-Ouest, a informé Jacques-Céus Joseph. Le Conseil électoral a en outre fait savoir que le BCEN prononcera son verdict 24 heures après traitement des dossiers. Les explications du conseiller Jacques-Céus Joseph, recueillies par Ephésiel Mathieu. Je dis dans quel niveau nous sommes dans le dossier contestation, nous avons 15 dossiers qui viennent dans le BCEN. 15 dossiers qui concernaient environ, et nous avons dit, 8 départements électoraux parce que nous connaissons l'Ouest là divisé en deux. Il y a Ouest 1 et Ouest 2. Mais seuls 2 départements qui n'ont pas de contestation pour l'instant, c'est le Nord et le Nord-Ouest. Ouest 1 et Ouest 2 ont une contestation et puis tout l'autre département a une contestation qui vient dans BCEN. Après ça, et ça pour nous comprendre, c'est procédure BCEN. Procédure pour BCEN, il est tracé dans l'article 18.3 décret électoral là. Et qui ça, article 18.3 dit, pour formation BCEN, il y a bien 5 membres qui composent formation BCEN. Tout recours qui fait pour BCEN, nous allons choisir 5 juges au tirage, 5 juges au sort pour former BCEN. Ça me dit nous, il y a une incompréhension par rapport à la procédure devant BCEN, nous avons pour clarifier. Il y a des gens qui doivent passer devant BCED et puis le dossier vient dans BCEN, ils mettent des décisions en faveur. Ça ne veut pas dire l'admis pour aller dans l'élection pour ça. Parce que le conseil électoral là, il y a une boussole article 90. C'est dans l'article 90 là, pour le monde garder s'il y a une provision légale pour le faire. Et le mardi 5 mai dernier, le Conseil électoral provisoire a procédé au tirage au sort devant constituer les différentes sections destinées à entendre les cas de contestation de candidature aux législatives partielles de 2015. Le tribunal électoral a été composé de 3 sections comprenant chacune 2 conseillers électoraux assistés de 2 avocats et un magistrat professionnel. Les avocats sont retenus après un tirage au sort réalisé à partir d'une liste soumise par la Fédération des barreaux d'Haïti. Suivez en ce sens les précisions du conseiller électoral Vigeonnette Desméreaux sur la composition du BCEN. Il s'agit de Madame Yolette Mengual, présidente de la première composition. Maître Néhémie Joseph, Maître Charles-Pierre Whitley, Maître Pierre Junias et le magistrat juge Franz Driss. Ça c'est pour la première composition. La deuxième composition sera présidée par Monsieur Ricardo Augustin et Jacques-Céus Joseph. Et pour les 2 avocats, il est d'abord Maître Robert Jean-Louis Gamaël Dieudonné et accompagné d'une juge issue du CSPJ. C'est la magistrate juge Clonie Rose Pierre-Jules. La troisième composition est constituée de M. Vigeonnette Desméreaux, conseiller au CEP, et Mme Lucie
Marie-Carmel Paul Austin, conseillère au Conseil électoral provisoire, et avec les deux avocats, Maître Marc Réal Cadet et Maître Ous Célestin, et d'une juge du CSPJ, la magistrate Mimose A. Janvier. Ainsi constituées les 3 compositions. Soulignons que c'est le verdict du BCEN sur une quinzaine de cas de contestation de candidature aux prochaines législatives qui retarde la publication de la liste définitive des candidats agréés, laquelle liste devrait être publiée le 1er mai dernier. Les audiences au niveau du bureau du contentieux électoral national, le BCEN, ont démarré vendredi. Le tribunal électoral a statué sur plus de 15 cas de contestation de candidature concernant 8 départements du pays, suite à des recours exercés contre les décisions des BCED. Au nombre des dossiers entendus le 8 mai figure celui de la première dame de la République, Sophia Saint-Rémy Martelly, dont la candidature au Sénat pour le département de l'Ouest est contestée par le parti Famila Valas pour cause de double nationalité et d'absence de décharge. La section 2 du BCEN, composée de 2 avocats membres d'un juge à la Cour d'appel des Gonaïves et de 2 conseillers électoraux, Ricardo Augustin et Jacques-Séus Joseph, dont la présence a été contestée par les avocats de Mme Martelly, lui reprochant son impartialité pour avoir été l'avocat de Enol Florestal dans une affaire opposant ce dernier à la première dame et son fils Olivier Martelly. Après suspension d'audience, le conseiller Jacques-Séus Joseph a été remplacé par Pierre Maniga Junior. Il faut préciser qu'au cours de l'audience, les défenseurs de Sophia Martelly avaient exigé de la partie demanderesse le dépôt de pièces attestant que Sophia Saint-Rémy Martelly est une citoyenne américaine. Le tribunal électoral devra rendre ce week-end sa décision sur les 17 cas de recours portés devant lui, dont celui relatif à la première dame Sophia Saint-Rémy Martelly. Le gouvernement ne dispose pas encore d'un document final incluant le montant total pour la tenue des élections dans le pays cette année, a informé vendredi le ministre de la Communication, Rothschild François Junior. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a encouragé les bailleurs qui ont promis de supporter financièrement le processus électoral à délier le cordon de leur bourse. Une fois de plus, le ministre Rothschild François Junior a rassuré que le gouvernement en place prendra les mesures nécessaires pour la tenue de ces joutes. Rothschild François Junior au micro de Johnny Saint-Ilus et Rwandien Henry. Toutes les paroles à parler dans la rue, nous-mêmes nous tenu un calendrier électoral que le Conseil électoral provisoire là, t'es communiqué, nous demandé pour publier. CEP1 dit élection a fait telle date, qu'on calendrier qui a respecté. Et jusqu'à présent, nous voyons que CEP1 a travaillé sous question. Nous-mêmes nous là, nous faisons confiance à calendrier, ça que le Conseil électoral provisoire là, demandé pour publier. Hein. Donc, ça, c'est des opinions qui ont dégagé, mais nous-mêmes, nous croyons que payant dans le mode électoral, Jean-Président haïtien Michel Martelly dit, nous-mêmes, nous travaillons au niveau du gouvernement pour créer bonnes conditions pour que l'élection ça va arriver, dérouler en Haïti. Des élections, encore une fois, que nous voulons, des élections qui sont libres, honnêtes, démocratiques et inclusives. Je vais parler encore une fois matin avec un collègue, moi, Fritz Jean-Louis, qui est responsable des questions électorales. Nous avons dit qu'à date, pas même si l'État fait un budget, il dit que bon, le budget a voté dans le Parlement, et puis il y a un document qui dit que mes budgets, c'est des grands pile chiffres qui ont sur le budget. Il y a parlé de 60 millions, 70 millions, mais pour un document final, nous avons dit que CEP a communiqué pour dire que mais combien de COP n'a besoin pour capable réaliser l'élection. Mais j'aime dire encore, c'est que il y a une préoccupation dans ce secteur, ça, mais nous avons dit que il y a plusieurs pays dans la communauté internationale là, qui montrent intention pour capable aider à financement opérations électorales. Nous-mêmes, nous là, au niveau du gouvernement, nous avons assumé responsabilité. Nous, il y a un COP qui est déjà dans le fonds fiduciaire là. Donc, nous espérons que l'autre pays a continué à contribuer pour réalisation de l'élection. Mais de toute façon, il faut que l'élection soit réalisée dans le pays. Hein, et nous-mêmes, comme l'État, nous obligés à assumer responsabilité. À l'initiative de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA Haïti, 426 membres de bureaux électoraux communaux des 10 départements du pays ont participé cette semaine à une formation qui prendra fin lundi prochain et dont l'objectif consiste à permettre aux membres des BEC de mieux comprendre leur mission durant tout le processus électoral, a indiqué la directrice de programme de l'IDEA en Haïti. Marie-Laurence Joustin-Lassègue a expliqué que cette formation rentre dans le cadre de l'appui fourni par IDEA au Conseil électoral provisoire en vue du bon déroulement du scrutin dans le pays. Marie-Laurence Joustin-Lassègue au micro de Wesley Antoine et Max Joseph. Nous
capables du tout que nous déployer des gens qui travaillent dans l'IDEA, qui leur doit tout en quelque part pour protéger, non seulement bien sûr pour respecter les procédures de l'institution, mais pour protéger avec Bekyo si tu as une difficulté stratégique qui t'a posé, bien de l'IDEA qui l'a dans différents, alors Grand Nord, Grand Sud, Plateau Central, l'Artibonite, etc. Donc, c'est ça qui concernait appui à un conseil électoral là qui pour nous extrêmement important. Donc c'est au appui au renforcement de capacité Bekyo, compétences Bekyo, parce que tant qu'on m'a dit, ça qui est important pour l'IDEA, dans l'appui que la baille à conseil électoral, c'est permettre que machine qu'on aime bien cerner bien au rôle. C'est-à-dire que le jour des élections, quel qu'il en soit quelle qu'il en soit zone que liée, il connaît depuis le arrivé dans le matin jusqu'à aller dans la soirée, il cerner toute bagage. Et ces formations, ça, c'est appui ça que IDEA lui-même la baille. La formation. Autre point, à ce 56 minutes synthèse, désignation mercredi dernier par le président américain Barack Obama de Peter Mulreyan comme nouvel ambassadeur des États-Unis en Haïti. Monsieur Mulreyan, dont la date de son entrée en fonction n'est pas communiquée, remplacera à ce poste Pamela Hanrahan, qui représente la diplomatie américaine en Haïti depuis 2012. Peter Mulreyan occupait jusque-là le poste de responsable adjoint à la mission américaine auprès des Nations Unies à Genève. Diplomate de carrière, Peter Mulreyan a travaillé comme conseiller politique adjoint à la mission américaine auprès de l'Union européenne en Belgique de 1999 à 2002. Il était également responsable des affaires provinciales interagences à l'ambassade américaine en Afghanistan de 2011 à 2012. C'est confirmé, le président français François Hollande sera dans nos murs le mardi 12 mai prochain. Et ce sera pour une visite de quelques heures au cours de laquelle plusieurs accords bilatéraux seront paraphés entre les autorités des deux pays, a précisé le porte-parole du gouvernement Rothschild François Junior. Ajoutant que ces ententes porteront notamment sur des domaines tels l'énergie, la formation professionnelle, l'agroalimentaire et l'éducation. Le chef de l'État français profitera de sa visite éclair en Haïti pour se rendre au musée du Panthéon national ainsi qu'à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, dont les travaux de reconstruction sont en partie financés par le gouvernement français, a indiqué le ministre Rothschild François Junior. On l'écoute. La privée en Haïti le 12, dans le cadre d'une visite officielle que l'a fait. Côté l'a gagné pour chita parler avec le président de la République, Michel Martelly, après une sorte de bilatéral tour entre les ministres français et les ministres haïtiens qui ont participé dans le cadre de rencontre ça. Il faut dire qu'il y a une grande mobilisation, il y a au moins 300 personnes qui ont sorti de la France pour dans le cadre de visite. Il y a près d'une soixantaine de journalistes qui ont fait déplacement en Haïti. Et pendant la visite-là, il y a des accords et puis qui peuvent signer en présence du président français François Hollande avec le président de la République Michel Martelly. Accord qui a porté sur question énergie, formation professionnelle, agroalimentaire et puis éducation. Donc il y a au moins 4 accords qui ont signé en présence de chef l'État. Son visite qui est là pour capable renforcer les relations entre la France et Haïti. Et puis, il y a une cérémonie qui va se dérouler au niveau du statut Toussaint Louverture, donc précurseur de l'indépendance nationale sous Champ de Mars. Et là, il y a un chef de fleur qui va le déposer tout. Et après, le président français après aller dans Mupana, côté, il va rendre hommage tout à héros national. Donc, son visite qui est très important parce que il y a une visite tout que le président français après faire au niveau de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, qui est en plein chantier, comme nous connaissons la France partie prenante dans le cadre de coopération ça, qui va permettre que reconstruit entièrement donc un autre bâtiment pour loger l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Dossier justice à présent, comme c'était annoncé en début de semaine par plusieurs organisations de la société civile, la marche contre l'impunité et la corruption au sein de l'appareil judiciaire a bien lieu mercredi dernier à Port-au-Prince. Et ce sont des centaines de personnes, dont des responsables d'institutions, d'organisations de défense des droits humains, qui ont pris part à cette marche pacifique qui a démarré sur le Champ de Mars est passé par la LU pour aboutir devant les locaux du parquet de Port-au-Prince au bicentenaire. Wesley Antoine et Wendy Henry ont suivi le parcours. Suivez leur compte rendu.
C'est dans l'idée pour dénoncer impunité et puis corruption qui gagne dans l'appareil l'État. Plusieurs organisations dans la société civile là prennent initiative organiser marche pacifique ça pour dénoncer toute malversation qui gagne dans l'appareil justice là et puis corruption qui gagne dans l'État. Alors, il y a une marche qui commence sous champ de masse sous place Jean-Jacques Dessalines pour aller à bout devant le local palais de justice là. Nous remarquons plusieurs responsables d'organisations de la société civile qui sont présents dans le marche ça et puis il y a tout plusieurs responsables de partis politiques. Nous allons faire vivre une petite ambiance qui gagne avec participants dans le marche ça. À bas impunité, c'est le principal message participant dans le match qui a fait jeudi mercredi 6 mai. Alors match qui est pour l'albout devant le local palais de justice. Avant d'arriver devant palais de justice, il a passé devant le ministère de la justice côté que il y a un message qu'il voulait faire passer. Alors participants surtout basé sur la libération récemment de Soson La Familia avec Renel Leresif pour dénoncer l'impunité qui gagne dans l'appareil judiciaire. Alors nous allons faire suivre un message à une organisation, alors une représentant organisation qui est dans la société civile là, gagne pour le faire passer devant le local ministère de justice dans le cadre de match ça. Libération Soson La Familia, révoltez-nous comme citoyens et citoyennes. Limitez-nous en insécurité. Société haïtienne n'a pas qu'à accepter souplette ça, non mais des choses qui pas croire dans le pays, qui pas croire dans l'institution et puis qui pas jamais suspendre passer la justice haïtienne en bas pied. Nous demandons pour faire une enquête pressée, une enquête administrative et judiciaire pour connaître dans quelles circonstances nous avons pris décision ça. Et puis pour fixer les responsabilités de tout le monde qui participe dans la décision la route ça. Il y a un message qui surtout demandé pour gagner une enquête administrative qui fait, une enquête judiciaire pour déterminer qui coûte mal taillé qui te gagné dans la libération Soson La Familia avec Renel Leresif qui sont deux principaux chefs gang dans gang qui t'a opéré dans la zone métropolitaine qui c'est gang Galil. Nous allons faire suivre mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, réaction quelques participants dans le match ça. Bon, réaction comme citoyen, c'est que justice n'a pas marché bien. Donc, il faut la société civile, il faut les citoyens qui disent pas d'accord avec la justice n'a pas marché. Donc, dernier développement dans la justice, ça qui passe à Gonaïve, ça qui passe dans la libération de M. Gangalilio. Donc, c'est des situations anormales. Bon, pour qu'on fasse ça, il faut qu'il y ait un système judiciaire indépendant. Il faut réformer la loi sous CSPJ. De quoi pour le président, ministre, pas gagner dans la question de la justice. De quoi pour ces gens qui sont responsables de l'appareil judiciaire, c'est eux qui décident pour nommer juges, pour nommer, et puis pour nous sortir dans le système commissaire gouvernement, pour nous venir procureur de la République. Donc, pour nous gagner des gens indépendants. Oui, nous avons fait marche ça contre impunité et corruption. Et impunité à où est que la vallée terrain depuis décision 17 avril là, bagaille compliqué, yo mettez la justice là en bas à terre net et que décision ça sont décisions illégales liées. Il n'a pas respecté aucune procédure, il n'a pas respecté aucune la loi. Victime, moi c'est victime, c'est celle justice là. Et nous l'entendons en tant que directeur général de la police. Pendant que depuis, nous sommes commissaire Pétionville, nous arrivons juste en direction générale de la police là. Violence, impunité. Nous sommes témoins de toute démarche que la police a fait pour arrêter Balkan. Donc je dis à nous dans la rue, la police entravé, les policiers qui ont fait le travail entravé. Parce qu'à n'importe qui le coup, il a pour une balle, il a mourir. Non, l'aime dit n'a pas la gang en général. Et gang ça en particulier, ça veut dire la police c'est que toutes les informations sur lui déjà. Donc nous pensons que je dis là, c'est une soufflette que la police, les policiers qui ont fait le travail, les gens qui sont dans des CPJ, les gens qui sont dans la police exposés aujourd'hui, avec bandits que la justice a blagué. Si personne ne réagit, tout le monde est dans la caillou. Nous tous n'avons subi de corruption, nous tous n'avons subi
de insécurité en tout. Parce que insécurité, la justice ne pas faire travail. Il bon insécurité. Et puis après nous, une des l'autre. Tandis que si nous campons tout ensemble pour nous dire non, eh bien là ça, peut-être que le pays va marcher plus bien. Jeunes ça va jouer un travail. Ou non régime dictatorial, son seul monde qui a bord, c'est le président Martelly. Que nous avons dénoncé pendant 3 ans. Nous avons dit que nous arrivé là. Tout pendant nous soutien, nous avons fait mobilisation. Nous disons que nous allons aller vers un État narcotrafiquant. Et c'est nos États exactement narcotrafiquants nous là aujourd'hui. Il faut nous très clair. Et nous-mêmes, nous sommes très clairs sur le niveau de Mopod. Nous disons, nous avons dit au président Martelly pour te démissionner parce qu'il n'y a pas de café pour le pays. Ça va personnel, il y a réglé. Je dis, je suis bien content. On partit de la société civile là. Renouer à l'évidence. Nous sommes un État narcotrafiquant. Il faut un soulèvement populaire général. Voilà, mesdames, messieurs, nous suivons réaction de diverses personnalités qui ont participé dans le match contre impunité et corruption. Une fait pour nous souligner dans le match, c'est participation ouvrière qui profitent de revendiquer 500 gouttes comme ça, les minimum dans l'industrie. Alors, chaque fois, Charles-Henri Becquet lui-même a une intervention, il a fait dans le micro-journaliste, dans le cadre de match, il a au moins 10 ouvriers pour Pipiti qui ont revendiqué 500 gouttes comme ça, les minimum de base. En suivant. Alors, mesdames, messieurs, pourquoi il est là, nous devant le local parquet, côté c'est là, marche lui-même, il était pour le bout. Alors, tous les participants sont déjà arrivés, tous les organisateurs sont là. Nous remarquons plusieurs agents CIMO qui ont même barré entrée parquet pour empêcher les gens qui ont participé dans le match d'entrer dans l'enceinte locale parquet. Il y a tout organisateur qui voulaient porter cahier doléances, ils sont responsables de parquet, mais ils n'ont pas accepté d'entrer. Nous allons suivre la déclaration quelques membres organisateurs match. Bon, comme nous sommes capables de constater, il y a une délégation représentant l'organisation civile là, avec différentes personnalités qui ont décidé de prendre la rue pour nous dire non à l'impunité, non à la corruption, non à kidnapping, non à l'injustice. Nous avons porté une déclaration que nous avons signée pour nous remettre le parquet. Jeudi, à nous constater, ils vont nous faire de non-recevoir. Ils ont déclaré qu'ils n'ont pas recevoir déclaration d'organisation. Donc nous comprenons ça très mal et nous prenons note. Créons organisation de l'amour, créons peuple, créons société civile, n'y pas de gomme. Nous prenons note que le parquet qui t'a supposé chef poursuite, c'est lui-même qui va recevoir déclaration différentes organisations au côté pour nous dire non à impunité, non à injustice. Il faut que nous rappeler que le parquet est là pour protéger la société. Et je dis à c'est lui-même instance qui ne peut pas recevoir la société civile. Nous comprenons ça très mal. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sous déclaration ça, yo marche là lui-même fini. Yo marche plusieurs organisations dans la société civile là, te mettent tête ensemble pour réaliser une façon pour dénoncer corruption et impunité qui gagne dans l'appareil de justice là et dans l'État. Alors, faut que nous disions, une principale fait moun yo t'a dénoncé dans marche ça, c'est libération sur son la familia avec Renel Lerecif que juge Lamar Bélizer lui-même était libéré dans la date qui était 17 avril qui saute passé là. Alors, qui ça qui a fait après match ça? Est-ce que revendication yo a privé dans les oreilles autorités, dans les oreilles responsables? Son bagay nous-mêmes dans Télésignal, nous étions à suivre pour nous voir qui ça a fait. Le président de la République, accompagné des ministres de l'économie et des finances, Wilson Lallo, et du commerce et de l'industrie, Jude Hervé, a participé au 10e Forum économique mondial sur l'Amérique latine qui s'est déroulé au Mexique du 6 au 8 mai. Selon une note du bureau de communication de la présidence, ces assises auxquelles prennent part différents chefs d'État de l'Amérique latine étaient l'occasion pour Michel-Joseph Martelly de présenter les nombreuses opportunités d'affaires qu'offre Haïti aujourd'hui, contrairement à certaines fausses informations qui vous sont parvenues. Je viens vous rassurer qu'Haïti représente l'une des meilleures destinations pour les entrepreneurs, a garanti le président haïtien. Nous sommes l'un des pays les plus sûrs de la région au niveau sécuritaire et nous avons mis en place des mécanismes qui facilitent et encouragent les investissements. C'est pour toutes ces raisons que je vous invite à venir investir vos capitaux chez nous. Je vous garantis que vous serez satisfait, a déclaré le chef de l'État haïtien. En marge de son intervention au forum, le président Martelly a eu plusieurs rencontres bilatérales, dont l'une avec le président de l'Institut national des entrepreneurs du Mexique, Enrique Jacob Rocha,
et la directrice générale des petites entreprises de cette institution, Rocio Abud. Avec ces deux responsables de l'INADEM, le chef de l'État a discuté de la possibilité d'innover en Haïti avec une telle initiative. Dans cette perspective, une mission mexicaine séjournera en Haïti en juillet prochain, annonce la note. Le gouvernement haïtien se prépare à accueillir des milliers d'Haïtiens en situation irrégulière sur le sol dominicain. Les autorités dominicaines avaient annoncé pour le mois prochain le rapatriement massif de sans-papiers haïtiens en République voisine. En conséquence, l'État haïtien travaille actuellement sur un plan de contingence afin de faire face à cette mesure, annoncée vendredi dernier par le ministre haïtien de la communication Rothschild François Junior, informant que le gouvernement a sollicité une rencontre avec les autorités dominicaines autour du document paraphé concernant la déportation des Haïtiens qui se fait dans conditions anormales. Les précisions du ministre Rothschild François Junior. L'autre annonce que m'a fait, c'est au niveau de la République dominicaine. Et le gouvernement haïtien sollicité une rencontre bilatérale avec la République dominicaine qui peut faire assez rapidement pour capable réviser un protocole d'accord qui existait sur question rapatriement. Comme nous connaissons, il y a des décisions qui prennent au niveau de la République dominicaine pour vous retourner dans le pays d'Haïti et dans plusieurs milliers d'Haïtiens qui sont en situation irrégulière en République dominicaine. Donc nous-mêmes au niveau du gouvernement, nous travaillons très sérieusement sur un plan de contingence pour si effectivement décision ça a été à effet pour nous capables de recevoir tout Haïtien Sao qui a sorti en République dominicaine, donc qui a vécu en situation irrégulière. Donc, un plan de contingence qui mettait sur pied au niveau du gouvernement et plusieurs instances au niveau du gouvernement qui n'ont plein de contingence ça, qui commençaient à travailler pour capable gérer le problème ça. Et pendant ce temps, il y a une rencontre qui était faite semaine ça entre le chancelier haïtien René Renaud et le chancelier dominicain Andrés Navarro, justement côté prévoir pour rencontrer à nouveau pour capable résoudre le problème qui est posé au niveau du processus rapatriement. Donc, après, c'est réviser le protocole là. Parfois, la République dominicaine, quand déposer mon sur n'importe qui point au niveau de la frontière, n'importe qui le. Donc, on travaille au niveau du gouvernement pour joindre une entente avec la République dominicaine pour régulariser la situation, pour capable réviser le protocole concernant le rapatriement. Et puis, pour ça qui concerne toujours la République dominicaine, il y a un programme PIDIAN qui est accéléré, renforcé au niveau de la République dominicaine. Il y a de l'autre bureau qui est ouvert en République dominicaine sous question PIDIAN. Et puis, le gouvernement haïtien travaille avec la République dominicaine pour que si une carte d'identification nationale là, c'est le seul document donc qu'il a besoin seulement pour capable identifier Haïtiens en République dominicaine. Juste le temps d'observer une pause publicitaire à ce numéro de 56 minutes synthèse. On vous retrouve tout de suite après. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. La seconde tranche de ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs, une commission de haut niveau du programme Petro-Caribé était en Haïti. Lundi dernier a informé l'ambassadeur du Venezuela en Haïti. Cette commission, qui a rencontré les responsables du ministère haïtien de l'Agriculture et le représentant de la FAO en Haïti, devait analyser une série de politiques permettant d'aider à mettre fin à la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans le pays. Selon Pedro Antonio Canino González, la délégation vénézuélienne et les représentants du gouvernement haïtien ont dressé un plan global qui sera exécuté à moyen et à long terme. Les précisions de Pedro Antonio Canino González au micro de Ludmilla Mac et Wanzi Henry. Ayer estuvo una comisión de alto nivel de Petrocaribe en Haití. Hier, il y a une commission au niveau Petro-Caribé qui a visité Haïti. Ils sont venus avec l'objectif pour être capable d'analyser une série de politiques, pour être capable de avec la pauvreté et puis gangou en Haïti. La commission ça a chita parlé ensemble avec le ministère de l'Agriculture et puis avec le représentant FAO en Haïti.
Ils ont arrivé à dresser une série de plans pour être capable de combattre avec pauvreté et puis grand goût en Haïti. L'objectif, c'est une série d'objectifs qui pour faire à moyen terme et puis à long terme. Et ça fait là, on demande moi, est-ce qu'il y a bien un changement dans la politique révolution bolivarienne en Haïti? Moi, répondre, changement capable d'aller pour plus devant dans le progrès. Ce n'est pas bac changement. Mais c'est comme ça que tu as une visite Petro-Caribéen, une visite qui est très importante. Por eso esa cooperación. C'est ça qui fait coopération, ça, Venezuela en Haïti. C'est une coopération qui a fait progrès et puis qui a élargi. Une coopération bilatérale et puis solidaire. Une coopération bilatérale solidaire. Vers la définition d'une politique de protection sociale pour Haïti, le ministère des Affaires sociales et du Travail annonce la tenue d'un séminaire international pour la fin du mois de mai en cours. En préparation à cet atelier, une rencontre a lieu lundi dernier entre les responsables du ministère des Affaires sociales et des représentants des travailleurs et du secteur syndical. Selon le ministre des Affaires sociales, Victor Benoît soutient que seule une politique de protection sociale peut aider Haïti à sortir de l'état de pauvreté extrême dans lequel elle se trouve. Les propos du ministre Victor Benoît sont recueillis par Éphésia Mathieu. Nous pensons que, à travers une bonne politique de protection sociale, si que nous quittons ça pour l'État haïtien, d'accord, il y a possibilité que les successeurs qui viendront, je ne vais pas dire que sur politique ben, je vais dire que politique ça, que nous-mêmes avons défini ensemble, moi-même comme représentant du gouvernement, donc de l'État, et vous autres, et de la force du travail, enfin une partie de la force du travail, et représentants des travailleurs, c'est-à-dire les syndicalistes, nous pensons qu'on aura fait œuvre utile. Parce que nous pensons que le problème posé dans nos sociétés, c'est nous-mêmes, c'est le peuple dans la société, travailleurs avec l'élite qui pour mettre tête ensemble pour trouver une solution. D'accord? Alors c'est dans ce sens-là que, à l'aide d'une équipe de collaborateurs que nous avons, que ce soit dans le cabinet moi ou bien dans le cadre technique du ministère, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'étudier une politique de protection sociale. Nous voulons, dans fin mois, organiser un grand séminaire, et sous question un séminaire international avec des institutions internationales comme BIT, comme CEPAL, etc. La Fondation Claire Heureuse Bonheur Dessalines a célébré vendredi dernier la naissance de deux héroïnes haïtiennes, l'impératrice Félicité d'Haïti, née le 8 mai 1748, et la reine Marie-Louise Croix-David, née le 8 mai 1778. Des tableaux à l'effigie de ces deux femmes ont été exposés pour marquer cette date. La responsable de la fondation, Baïna Bello, a fait un rappel historique de ces figures mémorables de notre histoire. Madame Bello explique que la soupe au giromon, qui possède une forte teneur en vitamines et protéines, nous a été léguée par l'impératrice Claire Heureuse, Marie-Claire Heureuse, qui évoluait dans les domaines de la justice et de la santé, soignait les malades sur le champ de bataille, rappelle Madame Bello. Deux mesdames insiste sur la nécessité pour les Haïtiens de connaître leur histoire et leur racine afin de parvenir au développement réel du pays. 8 mai 1748, Bello est au micro de Marie-Louise Croix-David, on fait Moinamet, 8 mai 1778. Donc, ni notre impératrice, ni notre reine sont nées le même jour. Donc, impératrice Félicité, c'est trois domaines qui spécialité, c'est l'éducation, la santé, la justice. C'est impératrice Félicité qui va nous sous 1er janvier, par exemple. Que Haïtiens apprennent qu'on qui moun yoye. Sous pas qu'on koto sorti, ou pas fouti régler rien sérieux. Pour qu'un moun, faut connaître qui moun ou sorti. Le Haïtien pensait tête yo c'est esclave. Toute référence dans le passé c'est esclave. Yo pas qu'à avancer, yo pas qu'à diriger pays, yo pas qu'à connaître bien-être collectif, yo pas qu'à comprendre que tout Haïtien a droit pour bien manger, bien vivre, bien dormir, bien danser. C'est là qu'on histoire, c'est là qu'on koto sorti ou capable qu'on bagay ça yo et ou cap travail pour un partage collectif. Les vendredis de la protection civile, une initiative conjointe du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales de la direction de la protection civile et du comité
thématique éducation et sensibilisation du public a fait escale ce 8 mai au collège Le Normalien. Il s'agissait pour les initiateurs de préparer les élèves un total de 300 environ sur les comportements adoptés face aux catastrophes naturelles, a indiqué Oreb Toussaint, membre de la protection civile dans le département de l'Ouest. Et à l'approche de la saison cyclonique, d'autres vendredis de la protection civile seront organisés dans plusieurs écoles de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, notamment dans les communes les plus vulnérables face aux désastres naturels, toujours dans l'objectif de sensibiliser les élèves sur les gestes qui sauvent, a ajouté Oreb Toussaint. On l'écoute au micro de Éphésiens Mathieu. Aujourd'hui, nous dans l'école Le Normalien, côté n'a fait vendredi de la protection civile avec un ensemble de 300 élèves. Parce que ce sont activités de préparation, surtout que nous prenons en période cyclonique. Ok, saison cyclonique là pour arriver, donc nous avons essayé de préparer les vieux non seulement à la saison cyclonique là, mais à tout type d'aléa qui est capable d'arriver 6 au cas, parce que nous connaissons ça qui est arrivé 12 janvier et qu'au niveau de la protection civile, nous ne pouvons pas aimer que genre de situation ça leur arriver pour nous gagner autant de victimes, nous voulons diminuer le nombre de victimes, c'est ça que fait, nous faisons genre d'activité de sensibilisation ça au sein des communautés et nous faisons dans les écoles également. Maintenant, pour l'instant, je dis à nous Le Normalien, mais d'ici vendredi, avec l'appui de CRS Solino, parce que nous avons affaire de 10 l'école, nous gagnons pour nous faire vendredi de la protection civile là dans Solino. Et très bientôt, nous gagnons, au mois de juin, nous gagnons pour nous à Tabar. À Tabar, nous connaissons une commune qui est très vulnérable également. Nous avons 5 zones dans Tabar, nous gagnons pour nous faire vendredi de la protection civile là-dedans avec l'appui de Koupi, qui est un partenaire que nous gagnons qui travaille au sein de commune Tabar. Zone ça nous cap dire c'est Bigarade, c'est Saint-Philomène, c'est Truitier, c'est également But-Boyer, c'est des zones qui sont toujours inondables et nous avons fait vendredi de la protection civile là-dedans pour nous capables de montrer les gestes qui sauvent si au cas de situation. Et ce qui peut arriver, il y a même des moyens capables d'utiliser, il y a des bagailles qui gagnent dans la qualité à utiliser pour être capable de faire mon premier secours en attendant que l'autre secours arrive, c'est-à-dire l'autre autorité qui est capable de premier soin. Dossier santé à présent, sage-femme pour un avenir meilleur. C'est autour de ce thème que la Journée internationale des sages-femmes a été célébrée à travers le monde le 5 mai dernier. Pour marquer cette célébration, en Haïti, une journée de réflexion sur cette profession a été organisée à Pétionville à l'initiative de l'Association des infirmières sages-femmes d'Haïti et ses partenaires dont le MSPP et l'UNFPA. L'occasion pour la vice-présidente de l'association, Vardine Jean-Baptiste, de rappeler l'importance des sages-femmes dans la santé maternelle dans le monde entier. De son côté, la directrice de l'Institut national supérieur des sages-femmes, Ketli Chevalier, a émis le vœu de voir les conditions des sages-femmes s'améliorent dans le pays. Écoutons tour à tour Vardine Jean-Baptiste et Ketli Chevalier au micro de Michel Alexis et Éphésiens Mathieu. Le 5 mai, Journée internationale des sages-femmes, nous rappelle l'importance de leur rôle pour l'amélioration de la santé maternelle dans le monde entier. Sages-femmes pour un monde meilleur, tel est le thème de cette année. Elle rappelle que la sage-femme contribue sensiblement à un meilleur futur en fournissant des services de santé reproductrice, maternelle et néonatale de qualité. En prenant soin des femmes et des bébés, les sages-femmes s'assurent de leur bonne santé et de leur épanouissement au sein de leur communauté. Les sages-femmes qui sont formées et réglementées selon les normes internationales peuvent fournir 87% des soins essentiels pour les femmes et les nouveau-nés. De 2000 à 2014, l'École nationale d'infirmières sages-femmes a formé 530 infirmières sages-femmes qui sont réparties sur tout le territoire du pays. Ainsi, le 27 janvier 2011, un nouvel arrêté présidentiel porte à la création de l'Institut national supérieur de formation de sages-femmes, dont le sigle est INSF-SF. Le métier de sage-femme exige patience, détermination, des qualités qu'il faut cultiver pour affronter les vicissitudes quotidiennes parce que le monde a besoin de vous, sages-femmes, aujourd'hui plus que jamais.
crise de fonctionnement au niveau du centre obstétrico-gynécologique Isaïe Gentil, Léon Audin Chancerelle. Le personnel de ce centre hospitalier est en grève depuis environ 2 semaines en vue d'exiger de meilleures conditions de travail. L'institution se trouve dans un état totalement insalubre. Les lits sont pratiquement vides. Les médecins résidents disent déplorer l'irresponsabilité des dirigeants du centre hospitalier ainsi que des responsables du ministère de la Santé publique dans le dysfonctionnement de ce centre. Ludmilla Marc et Yvon Seïd ont fait un tour au centre obstétrico-gynécologique Isaïe Gentil, Léon Audin Chancerelle. Suivez leur compte-rendu. Les 2 semaines de grève ont transformé la maternité Isaïe Gentil en un espace abandonné. Toutes les salles sont pratiquement vides. Des salles d'opération à celles de la prise en charge, l'insalubrité règne en maître. À cela s'ajoute un manque crucial de matériel. Une situation révoltante que dénoncent les médecins résidents. Même si nous avons une volonté pour nous travailler, mettez plus sur nous dit malade vini, nous avons un sérum pour nous bailler. Si on malade qui a crise éclampsie dans nous, nous avons un MG4 pour nous bailler. Si on malade a bailler sans nous là après un accouchement, nous avons un petit sein d'hôpital là. Donc par conséquent, même si nous venons lundi nous voulons travailler, nous ne pouvons pas travailler parce que nous n'avons pas absolument rien capable de faire sans ne pas rien matériel là maintenant. La crise qui affecte l'hôpital ne date pas d'hier, informe ce médecin. Dr Gustave Roudney révèle qu'il avait en premier lieu adressé une pétition au directeur général de l'hôpital pour tenter de trouver des solutions. Après nous finissons vos pétitions, nous avons chita avec le directeur qui a fait nous des promesses. On est à 5 mois après, le 27 avril, le problème ça a toujours existé. Nous avons l'autre pétition. Que pétition nous voulons non seulement nous voulons le directeur, nous acheminer dans le ministère de la Santé publique tout, nous voulons le ministre, nous voulons le directeur ministère à tout pour mettre le courant d'ensemble de problèmes que nous gagnons dans la maternité Isaïe Gentil. Mais à part de tout problème ça nous gagnons là, début novembre, qu'on y a un autre petit problème qui vient ajouter, par exemple, question salaire là. Outre le manque de matériel médicaux qui paralyse le fonctionnement du centre hospitalier, les médecins mentionnent les frais mensuels de 7 500 gourdes alloués aux résidents que les responsables étatiques n'ont pas versés depuis 8 mois. D'un autre côté, le personnel de soutien de l'hôpital profite du mouvement des médecins grévistes pour étaler leurs revendications identiques à celles des médecins. Pour propriétaire, ou pas un mop, ou pas un balai pour balai, ou pas rien, il tient que faut que ça avec moi pour toi du mop là. Or, avant hier, nous personnel apte du mop avec mel, aiguille fanny. En matériel là, nous besoin ça veut dire, nous besoin bourrette, nous besoin râteau, nous besoin pelle. On avec l'autre matériel grand tout pour nous servir. Pour Dr Jose d'Orsainville, la direction de l'hôpital est dans l'incapacité de gérer cette situation. Ce que démontre d'ailleurs le DG Franz Montes dans ses réponses face à la presse. Dit que pas cap construire un cas, on va mettre dalle béton et pour porter au pour. Les résidents de l'hôpital Isaïe Gentil se disent toutefois prêts à reprendre le travail si et seulement si les 5 points de leurs revendications sont respectés. Soulignons que le centre obstétrico-gynécologique Isaïe Gentil Léon Audin dit Chancerelle compte seulement 8 médecins résidents pour desservir la population de Cité-Soleil et ses environs. Parlons culture. Le Champ de Mars a accueilli les 1er, 2 et 3 mai écoulés la foire agro-artisanale à l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail. Ce fut l'occasion pour le ministre de l'Agriculture, Fresner Dorsin, de préciser que plus de 20 000 emplois ont été créés au niveau du secteur agricole au cours des 4 dernières années. C'était lors de la cérémonie officielle de la foire à laquelle le président de la République, le chef du gouvernement, des membres du cabinet ministériel et du corps diplomatique ont assisté. Retour sur l'événement avec ce reportage de Rosley Antoine et Jasmin Denis. C'est un défilé mettant en évidence des machines agricoles et des denrées agricoles produites par les paysans haïtiens qui a lancé la foire agro-artisanale organisée par le gouvernement pour marquer la fête du travail et de l'agriculture. Un 1er mai célébré dans un contexte où les ouvriers de la sous-traitance exigent de meilleures conditions de travail, où le taux de chômage reste élevé et les besoins du secteur agricole inquiètent tant ils sont nombreux et importants. La solidarité, mesdames, messieurs, voici la principale porte de sortie de la situation critique dans laquelle nous nous retrouvons en ce moment. La solidarité des uns envers les autres.
en vue d'une redynamisation des liens sociaux. Malgré tout, le secteur agricole est le premier choix des investisseurs. Jodia, 72,3% investissement privé qu'a fait dans le pays, tout secteur confondu, lié dans le secteur agricole. Perturbé pendant son discours par des ouvriers réclamant un salaire minimum de 500 gourdes, le chef de l'État annonce illico une petite augmentation du salaire minimum pour le secteur textile. On va demander 500 gourdes, mais il faut un principe respecter. Je dis à nous que dans le secteur textile, là, comme là a passé à 240 gouttes par jour, augmentation ça immédiate dans le secteur textile là. Alors que le gouvernement ne cesse de se vanter de la création de plusieurs milliers d'emplois, le chômage demeure la plus grande préoccupation chez les jeunes, qui représentent plus de 60% de notre population. Juste le temps de refermer ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Le bureau du contentieux électoral national devra rendre sa décision ce week-end sur les 17 recours portés devant lui concernant les contestations de candidature pour les prochaines législatives partielles, dont celui relatif à la première dame Sophia Seremi Martelly, accusée entre autres de détenir la nationalité américaine. À 3 mois du premier tour des législatives, le gouvernement affirme ne pas encore disposer d'un document final fixant le cours du processus. Rothschild François Junior souhaite que les institutions qui ont promis des fonds à Haïti honorent leur engagement. Les États-Unis désignent un nouvel ambassadeur en Haïti. Peter Mulrayan, dont la date de son entrée en fonction n'a pas été communiquée, remplacera Pamela Hanwright, qui représente la diplomatie américaine en Haïti depuis juillet 2012. Et puis, sachez que François Hollande, attendu en Haïti le 12 mai prochain pour une visite de quelques heures. Le président français profitera de son séjour pour signer 4 accords de coopération avec son homologue haïtien et évaluera les travaux de reconstruction de l'HUIH financés par son pays. Une enquête administrative et judiciaire pour sanctionner tous les responsables du procès illégal ayant conduit à la libération de 2 présumés kidnappeurs et trafiquants de drogue sont la Familia et le Récif, exigence des organisations de la société civile qui ont marché contre l'impunité et la corruption ce jeudi à Port-au-Prince. Le salaire minimum pour le secteur textile augmenté de 15 gourdes, annonce faite par le président Martelly à l'occasion de la fête du travail le 1er mai dernier. Augmentation pourtant loin d'atteindre les 500 gourdes exigées par les ouvriers. C'est la fin de ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.